ça. Elles ont défriché des chemins, ouvert des voies, porté une voix en Aveyron et parfois bien au-delà. Toutes ont en commun ce territoire. À partir de la ruralité, qui les a naturellement façonnées, le témoignage de ces pionnières contribue à penser le rapport à l'accomplissement des femmes à la campagne, au féminisme et à l'enclavement, d'hier jusqu'à aujourd'hui. Et si la journaliste Annick Cogent compare le parcours des femmes à des courses d'obstacles, la ruralité en serait-il un de plus ? C'est la question, en creux, à laquelle répondent les pionnières que j'ai invitées au micro de Finta. Après Marie-Thérèse Lacombe, Danielle Puech, Nicole Fage-Galtier, Danielle Destug, Emmanuelle Gazelle, Sarah Sengla et Josette Hart, qui se sont livrées dans la première saison des pionnières, je vous propose de compléter la collection. Aujourd'hui, avec Pauline Broca. Première gelée, la brume s'accroche encore aux pieds de vigne, sur les coteaux d'Entrailles, littéralement entre les eaux, à la confluence de la Truyère et du Lot, vit Pauline Broca. Elle a posé ses valises ici il y a près de 5 ans, après avoir troqué son tablier de sommelière contre le sécateur de Vigneronne. Moins de 5 ans et déjà une reconnaissance qui dépasse largement les frontières du département pour son vin nature sous l'AOP Entrailles-le-Fel. Son caractère, sa détermination et sa revanche sur la terre s'entendent dans sa voix. Être vigneronne, c'est signer, pour elle, un retour au monde agricole dans lequel elle a grandi et qu'elle s'était promis de ne jamais retrouver. Si l'appel de la terre a été plus fort, c'est parce qu'elle a trouvé, sur ce bout de terre nord-aveyronnaise, un terrain de jeu préservé de l'agriculture intensive, en phase avec sa volonté de travailler éco-logique. Comme toutes les pionnières de la collection de Finta, je lui ai demandé de commencer par cette phrase, à la manière d'Annick Cogent. Je ne serais pas arrivée là si... Alors, je ne serais pas arrivée là si s'il n'y avait pas eu avant moi des générations et des générations de vignerons et sans doute de vigneronnes un peu cachées qu'on ne voyait pas trop, qui croyaient en ces terroirs du Nord-Aveyron. Pour la petite histoire, à l'époque donc moi j'ai un parcours de sommelière à la base, j'avais fait des études en sommellerie et dans le cadre de ces études-là, on doit apprendre toutes les AOP, toutes les appellations de France par cœur et connaître minimum des contraintes du cahier des charges et tout ça. Et je me souviens qu'à l'époque où on avait appris les vignobles du Sud-Ouest, on a abordé l'AOP Entrailles-le-Fel. Et j'avais été un peu fascinée déjà à l'époque de cette toute petite appellation sur à peine 20 hectares, quelques vignerons. Voilà, je trouvais ça assez fou. Moi, je voyais ça comme un vieux village gaulois résistant. Est-ce qu'ils étaient que 4 vignerons à ce moment-là sur une vingtaine d'hectares ? Il me semble qu'à l'époque, ils étaient que 4. Bon, aujourd'hui, on est 5, hein, c'est pas beaucoup plus, mais voilà. C'est aussi ce qui m'a incité à venir m'installer ici. À l'époque, j'étais en apprentissage chez Nicolas Carmarance et lui est vraiment passionné par l'histoire de la vigne dans ce territoire-là. Il m'a transmis beaucoup de petites anecdotes. On allait voir. Alors, ce qui est très plaisant ici l'hiver, c'est que quand toutes les feuilles des arbres tombent, on a un peu l'histoire du pays qui se révèle, quoi. Et donc on allait se balader, voir d'anciennes terrasses de vignes. À l'époque, tout était fait en ce qu'ils appellent les coultades. Donc c'est des terrasses en pierre sèche. Et on peut se balader dans la forêt et retrouver un peu des vestiges des anciennes cultures de la vigne. Ça, c'est quelque chose qui m'a énormément plu, quoi. L'idée d'arriver dans une région avec une culture de la vigne très forte, mais qui a pratiquement disparu. Et avec une vraie histoire de terroir. Alors c'est quand même l'occasion de dire qu'on est à Entrailles, oui. Sur Truyère, donc vraiment à la confluence du Lot et de la Truyère. Comment tu le décris, toi, ce territoire que tu as choisi d'habiter ? Alors pour moi, c'est une région, c'est un territoire qui est resté sauvage, tout en maintenant
des pratiques culturelles qui soient, on pourrait dire, encore paysannes, quoi. Bon, moi, j'avais vraiment à cœur de faire une viticulture qui soit saine et pérenne. Et mes meilleurs alliés là-dedans, c'est d'un côté la présence d'une biodiversité riche, quoi, et de renouer avec des pratiques culturelles plus anciennes, mais aussi plus respectueuses de l'environnement et qui soient aussi tournées vers l'avenir. En fait, là, j'avais accès à un savoir qui n'était pas encore complètement disparu et en même temps sur un territoire assez préservé, quoi. Parce que si on refait un petit brief alors de ton parcours, tu es originaire du Lot, tu étais sommelière à Toulouse avant de faire un break et de te dire que tu avais envie de te former. Et c'est dans le cadre d'un stage dans ce parcours-là que tu as rencontré Nicolas Karmarens et donc que tu as connu cette appellation d'Entrailles-le-Fel. Voilà, alors en fait, Nicolas Karmarens, moi je le connaissais à l'époque où j'étais caviste, je travaillais avec ses vins, on avait déjà eu l'occasion de se rencontrer. À l'époque où j'étais caviste, je bourlinguais un peu les week-ends, j'allais souvent chez des vignerons, tout ça. Et j'aimais beaucoup venir en Aveyron. Je venais chez Nicolas, je venais chez Patrick et Joël Rolls à Conques. Mais à l'époque où j'ai arrêté de travailler et je me suis inscrite en BTS, je faisais au début, j'avais demandé à une vigneronne dans le sud des PO sur Banyuls de faire mon apprentissage là-bas. Et je suis quand même venue chez Nicolas faire un stage. En fait, j'allais chez plusieurs vignerons. Et le coin me plaisait beaucoup, donc j'ai finalement demandé à Nico si je pouvais faire une partie de mon apprentissage aussi chez lui. Et en fait, je faisais les deux. Je profitais des décalages de saison pour travailler et dans le sud, dans les PO, et ici en Aveyron. Et en fait, j'ai rencontré, parce que Nicolas, lui, ses vignes ne sont pas sur l'AOP Entrailles-le-Fel, mais c'est en travaillant dans le coin qu'on faisait souvent des journées un peu chez d'autres vignerons et tout ça. Et en rencontrant un peu tous les vignerons du coin que j'ai découvert aussi cette dynamique-là qui avait été initiée. Des fois, ça tient à peu de personnes, quoi. En 2 mots, l'histoire de l'appellation, c'est quoi? Alors, il y a eu à un moment beaucoup de vignerons et ils se sont amenuis avec le temps ou... À l'époque où il y avait beaucoup de vignes ici, les appellations n'existaient pas vraiment. Il y avait beaucoup de culture de la vigne avant la Seconde Guerre mondiale. Et c'est vraiment il y a eu 2 choses, je pense, qui ont un peu signé la fin des vignes, en tout cas sur le Nord Aveyron. Ça a été l'exode rural et la politique agricole commune qui, à l'époque de la reconstruction, a incité énormément les paysans à arracher les vignes et à replanter. À l'époque, c'était beaucoup des sapins. En fait, c'est assez marrant, c'est un monsieur que j'ai rencontré à Camporiès qui est passionné aussi, lui, de l'histoire de la vigne, qui m'expliquait que, en fait, autour dans cette vallée, là, entre la Truyère, la Selve et le Lot, pratiquement partout où on voit des petits carrés de sapins, en fait, c'était de la vigne avant. Lors de la création de la PAC, il y a eu des primes à l'arrachage. On incité beaucoup les paysans à replanter des sapins, parce que les sapins, ça pousse vite, ça aide à la reconstruction. Il fallait reconstruire le pays, quoi. Donc voilà, et ça a été un peu ce qui a fini d'achever la culture de la vigne dans le pays. Et puis après, le père de Jean-Marc Viguier, notamment, avec d'autres vignerons comme Monsieur Abeille ou Monsieur Avalon qui ont fait toutes les démarches auprès de l'INAO pour recréer une appellation sur le territoire. Mais bon, à cette époque-là, il n'y avait plus beaucoup de vignes déjà, quoi. Mais par contre, ça a initié une valorisation du terroir et ça a fait aussi rendre visible une histoire, quoi. Parce que finalement, ici, on sent... moi, je suis très étonnée. J'ai été très étonnée au début quand je suis arrivée. Quand on va au village, tous les anciens, tout ça, ils sont très intéressés par la vigne. Et ils connaissent. Tout le monde connaît un peu les gestes premiers de la vigne.
Et c'est vrai qu'on va partout dans les églises, il y a des témoignages de la culture de la vigne, mais finalement c'est une culture qui a presque disparu, quoi. Alors qu'elle est restée ancrée dans les mémoires, je pense. Et toi, à quel moment tu as eu envie de faire partie de cette histoire et de revenir à la terre finalement? Parce que tu restes dans l'univers du vin, tu n'as pas fait un grand virage, mais quand même, tu fais le choix de mettre les mains dans la terre. Pourquoi? Alors, moi, c'est un peu lié à mon histoire personnelle, familiale. En fait, je suis originaire du milieu agricole. Mes parents étaient éleveurs dans le Lot. Bon, eux, ils ont fait faillite. J'étais assez jeune. Pour moi, je conservais cette idée que l'agriculture, c'était synonyme d'abord d'isolement et de précarité financière, sociale, voilà. Et finalement, au travers du monde du vin, et notamment aussi des vignerons qui sont engagés dans une autre forme de viticulture, j'ai découvert aussi un autre univers beaucoup moins isolé, avec beaucoup d'entraide, un fonctionnement de réseau national aussi. Aujourd'hui, voilà, je communique, j'échange avec plein de vignerons dans toute la France. On fait des formations ensemble. Il y a une vraie dynamique, une vraie volonté d'essayer de chercher des nouveaux modes de culture qui soient plus pérennes, et voilà. Et ça a été une dynamique qui m'a beaucoup plu, puisque c'est une dynamique qui est quand même très tournée vers l'avenir et qui est très enrichissante intellectuellement. Et en même temps, c'est aussi un métier qui est ouvert vers plein d'autres métiers, beaucoup les métiers de bouche, mais pas que. Voilà, c'est un univers qui permet de rencontrer énormément de monde, de milieux très variés. Voilà, et en fait, moi, j'ai redécouvert un peu ça. J'ai redécouvert une facette de l'agriculture qui était pas celle que je connaissais, quoi. Et après, je pense que quand on est né là-dedans, il y a un espèce de quelque chose qui est né en nous et qu'on a besoin de faire vivre à un moment donné. Parce qu'il y a eu un moment où tu l'expliques déjà dans des portraits qui sont parus de toi, que c'était hors de question que tu reviennes à l'agriculture. Pour toi, c'était évident que tu allais en sortir de ce milieu-là. Ah oui, mais même à l'époque où j'ai arrêté de travailler pour faire mon BTS, en fait, je faisais pas du tout un BTS dans l'optique de m'installer, je faisais un BTS dans l'optique de vraiment améliorer mes connaissances en vin. J'avais toujours été un peu frustrée de pas avoir pris le temps d'aller voir d'autres appellations, quoi. Quand on travaille dans la restauration, on n'a pas énormément de temps libre. Et le peu de temps que j'avais, que je pouvais consacrer à mes déplacements dans d'autres vignobles, je trouvais que ça me suffisait pas pour aller vraiment découvrir d'autres choses et tout ça. Mais mon objectif, c'était une fois que j'avais fini ce petit parcours, de m'installer à Toulouse et d'ouvrir un bar à vin à Toulouse, quoi. C'était pas du tout. Et je dirais même qu'au début où je suis arrivée en Aveyron, je me souviens, Nicolas, lui, il m'incitait énormément à m'installer ici. Il me disait, mais ça, regarde, c'est tes prochaines vignes et tout ça. Et moi, je disais, non, jamais je viendrai m'installer dans un trou paumé comme ici, quoi. Mais après, il y a un attachement qui se crée au fur et à mesure des rencontres aussi. J'ai énormément apprécié l'accueil que j'ai reçu ici par les autres vignerons. À l'époque, j'étais vraiment tiraillée entre m'installer dans le sud, dans les PO, et m'installer ici, évidemment, dans le sud, la Méditerranée, les Pyrénées. Ça fait un peu plus rêver comme ça de prime abord, mais en fait, toutes les contraintes qu'il y avait là-bas, je me rendais compte que j'avais absolument pas envie de les vivre, quoi. Et puis que ici, je recevais un accueil qui était quand même vraiment chaleureux, puis qui a pris forme, quoi. Je veux dire,
mes premières années d'installation, bon, déjà, il y a eu ma rencontre avec Jean-Marc qui a été quand même fondamentale. Il a vraiment fait en sorte que je puisse m'installer, que je puisse reprendre ses vignes, son domaine. Jean-Marc Viguier? Oui, tout à fait. Jean-Marc Viguier, qui est donc l'ancien propriétaire du domaine. Et voilà, ça c'est hyper précieux, hein. Et puis il y avait les voisins aussi, Pierrick et Laurent Mousset, voilà, Serge Broa, Frédéric Forveille. Enfin voilà, en fait, le métier est de base tellement difficile. Il y a tellement de contraintes, de détails à connaître pour mener une culture la plus juste possible, la plus adaptée à la vigne et son terroir. Moi, quand j'arrive ici, je connais pas le terroir. Je connais que ce qui est écrit bon, voilà, sur la pluviométrie du secteur, la géologie, les altitudes, les choses comme ça, mais pour vraiment avoir une appréciation fine dans les périodes de tension, il faut une connaissance beaucoup plus précise du terroir, quoi. Et ça, il y avait que en échangeant avec les autres vignerons que je pouvais l'apprendre, quoi. Ou alors, sinon, on l'apprend au détriment de ses propres actes quand on fait des erreurs. Et bon, c'est compliqué de... C'est un apprentissage qui est très formateur aussi, mais si on peut se l'épargner, c'est bien, quoi. Tous ces échanges-là, ils ont été hyper précieux pour moi pour réussir à mener une vigne ici, quoi. C'est quand même des terroirs particuliers. De toute façon, ça, c'est le jeu de l'agriculture. Si on n'a pas des pratiques qui sont les plus précises par rapport à la nature des parcelles, la nature des terroirs, on fonce dans le mur, quoi. Moi, c'est ce que je trouve passionnant dans ton parcours, c'est que ton installation, elle date de l'année 2018-2019, à cheval sur ces 2 années-là, donc c'est quand même très récent. Oui. Tu t'es fait un nom qui dépasse largement les frontières de l'Aveyron aujourd'hui. Pour la petite anecdote, on m'a parlé de toi à Nantes le mois dernier, une journaliste spécialisée dans le vin qui me dit l'Aveyron est vraiment marqué sur la carte de France comme un département prometteur en termes de vin nature et en biodynamie. Et ton nom ressort assez rapidement. Donc, dans un métier qui nécessite énormément de temps pour connaître son terroir, beaucoup d'expérimentation, comme dans toute l'agriculture, où il faut des saisonnalités entières pour tirer les enseignements de ces actes. C'est ça. Toi, tu as quand même été assez vite, ou pas, je sais pas. En tout cas, moi, c'est ce qui m'interpelle dans ton parcours. Ouais, bon, après, moi, je trouve que j'ai encore trop de choses à... Enfin, pour moi, ça va jamais assez vite, quoi. Mais je pense aussi que ce qui a fait, par exemple, que ça a fonctionné pour moi, c'est... Bon, moi, on va dire que dès le début où je me suis installée, bon, sur les acteurs locaux, ça a été un peu frileux au début. Ça n'a pas été très facile. Je bénéficiais aussi de mon ancien parcours de caviste et de sommelière, donc je me suis de suite tournée vers l'extérieur, quoi. De suite, je suis allée voir des cavistes dans d'autres villes, faire des salons professionnels et tout ça, mais aussi parce que ça avait un sens pour moi de faire connaître ce territoire-là, quoi. C'est ce que j'aime dans le vin. Et c'est ce qui a du sens dans le fait de venir s'installer dans un coin comme le Nord Aveyron, parce que j'ai vraiment envie que petit à petit, partout en France et même ailleurs, le Nord Aveyron soit aussi synonyme de vin de qualité et d'une histoire viticole réelle. J'essaye de faire comprendre aux gens qu'on ne fait pas que de l'aligot et voilà, et qu'il y a une vraie histoire, quoi. Parce qu'un terroir de qualité, c'est pas que le sol qui nous donne quelque chose de magique et sur lequel on va faire du bon vin. C'est aussi toute l'histoire des vignobles de France. Elle s'est construite
sur plusieurs générations. Et ça a été d'abord des personnes qui ont compris que là, on pouvait bien implanter de la vigne. Et puis, ça a été des personnes qui ont travaillé ces sols, qui ont travaillé ces terroirs, qui ont mis en place des pratiques pour valoriser, pour optimiser ces terroirs-là. Et nous, quand on arrive en tant que vigneron, on n'arrive pas sur un espèce de substrat neutre d'histoire. La notion de terroir, elle englobe le sol, le climat, le cépage, mais elle intègre aussi les actes humains. Et ce que j'ai découvert en arrivant ici, c'est que ce travail-là avait été fait, mais qu'il a disparu. Pour moi, c'est très important d'aller essayer de transmettre ça. Alors, verbalement, quand je vais voir des clients, quand je vais dans des salons et tout ça, mais aussi au travers de mes vins. Voilà. Mais c'est en lien aussi avec avec ma vision des vins. J'ai toujours eu... Moi, je suis arrivée au vin parce que... Ou plutôt, je suis arrivée au vin par goût, parce que j'aimais ça. On a toujours bu du vin dans ma famille. J'ai très petite, et même encore aujourd'hui, on fait goûter ou sentir le vin aux enfants. Enfin, voilà, c'est de manière tout à fait respectable. Mais voilà, et j'ai grandi dans cette culture-là. Mais par contre, je suis arrivée au vin nature en partie parce qu'à un moment, j'ai compris qu'il n'y avait que comme ça qu'on pouvait restituer un terroir. Et la magie du vin, c'est quand même d'arriver à faire sentir par le goût, par les papilles, par les odeurs et par les émotions, un morceau de terroir. Moi, ce que j'ai envie, c'est que quand les gens boivent mes vins, puissent avoir un peu la même émotion que celle que j'ai le matin quand j'arrive à une parcelle et que je suis au milieu d'une vallée, et qu'il y a les brumes qui se lèvent et que ça fait des paysages absolument magnifiques. C'est ça qui doit transparaître dans les vins. Et ça, c'est le terroir. Pour le restituer, il faut... Bon, là, je m'égare un petit peu, mais il faut... c'est hyper important d'abord de le comprendre. Et ensuite, d'avoir des pratiques, autant à la vigne qu'à la cave, qui permettent de restituer ça. À la vigne, évidemment, ce sont des pratiques les plus respectueuses de l'environnement, puisque c'est cet environnement-là qui va faire le terroir. Et à la cave, d'avoir des pratiques qui soient les plus épurées possibles pour ne pas le dénaturer, quoi. Qui est presque le moins d'action possible, de prise sur le vin, c'est ça ? C'est ça. On dit souvent que les vins nature, c'est des vins de feignants. C'est un peu vrai, mais c'est pas vrai par passion de la feignantise. J'aimerais bien me payer le luxe de ça, mais c'est vrai dans le sens où je pense qu'on mène nos pratiques à la cave en essayant de s'affranchir au plus d'un objectif. C'est-à-dire que je suis pas arrivée ici au domaine en me disant tiens, je vais faire des vins un peu comme ça, je vais faire des vins un peu comme ça, ou voilà. J'ai goûté d'abord les vins de Jean-Marc pour essayer de cerner les différentes parcelles, etc. Puis après, il y a toute une sensibilité sur les parcelles. Au fur et à mesure où on les rencontre, on les connaît, on sait si elles peuvent aller un peu plus loin en termes de maturité sur les raisins. Il y a la nature des sols en eux-mêmes et tout ça. Et puis après, à la cave, on essaye de s'adapter en fonction du vin, de ce que nous dit les vins, quoi. J'ai certaines parcelles où, je sais qu'elles donnent des raisins plutôt très fruités, plutôt légers. Sur les parcelles que j'ai sur des sols de sable, c'est des sols qui vont être très intéressants à travailler sur l'acidité, par exemple. Donc, à faire des vins qui ont beaucoup de fraîcheur, qui vont
Voilà, et puis d'autres où il y a des orientations et des natures de sol qui seront plus aptes à faire des vins plus concentrés, avec plus de fond. Donc là, on va essayer petit à petit d'adapter les vinifications en fonction. Et voilà, ça va être sur le type de macération, le type d'élevage, la durée de l'élevage. Après, tout ça, c'est des petites cuisines, quoi. Mais voilà, c'était... Comment tu le définis, le vin de nature, si tu devais l'expliquer en une phrase? Ouah, en une phrase, je pourrais pas. On est tellement tous pas d'accord sur les choses. Ça fait des dizaines d'années que des vignerons bien mieux placés que moi n'arrivent même pas à être d'accord entre eux. C'est très compliqué. Pour moi, voilà, je vais en revenir à ce que doit être le vin. Finalement, le mieux, ce serait qu'on arrive à s'affranchir de ce terme nature, parce que je préférerais plus qu'on me parle des vins technologiques finalement que des vins nature, parce que définir ce que c'est que le vin nature. Bon, déjà, il y a une notion fondamentale, c'est les levures, quoi. Les levures, c'est ce qui fait les levures, c'est ces petits organismes qui travaillent pour nous dans les cuves et qui construisent toute l'aromatique et l'équilibre des vins. Donc à partir du moment où les levures que j'achète moi, ça va être les mêmes que mes collègues vignerons dans le Lot, dans l'Hérault ou dans la Loire, la notion de terroir, elle est quand même sacrément galvaudée, quoi. Là, en ce moment, a priori, on va enfin devoir être contraint d'afficher, enfin d'écrire sur les étiquettes des vins tous les intrants qu'il y a dedans. C'est-à-dire que le vin, jusqu'alors, c'était quand même un des seuls produits alimentaires qui n'était pas contraint de faire apparaître sur l'étiquette l'ensemble des ingrédients qui sont mis dedans. C'est quelque chose contre lequel je me suis toujours opposée, et je trouve que c'est un milieu qui manque énormément de transparence et qui mettrait vraiment tout le monde d'accord. Du coup, il y aurait plus de sujet de nature, pas nature, bio, pas bio, conventionnel, etc. Non, en fait, à partir du moment où on est transparent et qu'on écrit sur l'étiquette ce qu'il y a dans le vin, après, chacun prendra ses décisions en fonction, quoi. Je bute quand même sur le mot technologique. Tu parles d'un vin technologique? Oui. Aujourd'hui, dans les outils dont on dispose pour faire des vins sont absolument faramineux, quoi. Le raisin en lui-même n'est presque plus qu'un substrat, une espèce de substrat sur lequel on peut rajouter... bon, il y a une partie chimique, indéniable, qui est bonne ou pas bonne. Je veux dire, je pose pas la question, enfin, je lève pas le sujet pour questionner la légitimité d'utiliser des produits chimiques. Chacun fait du vin comme il a envie de le faire. Mais par contre, la présence de produits, elle est faramineuse. On peut tout ajouter dans un vin aujourd'hui. On peut rajouter des acides, on peut rajouter des tanins, on peut rajouter des enzymes extracteurs qui vont développer plus d'arômes que d'autres. On peut rajouter des copeaux de bois parce qu'on a envie de faire du boisé sans élever en barrique. Et technologique parce qu'on a des outils vraiment techniques, quoi, des machines pour modifier les températures, pour filtrer les vins, par exemple, j'ai une collègue qui, à la sortie de son BTS, qui avait fait le BTS plus tôt que moi, et à la sortie de son BTS, elle a travaillé dans un domaine, elle a fait 2 mois de vinification. Elle m'a dit, mais plus jamais j'irai travailler dans un endroit comme ça. En 2 mois, elle n'a pas vu passer une seule grappe de raisin. C'est-à-dire qu'en fait, c'était vendangé en machine, les machines déchargent soit dans les pressoirs, soit dans les cuves, donc c'est tout par tuyau, par pompe, elle appuie sur des boutons, les dosages de produits se font... elle ouvre des sachets, c'est disposé dans les cuves elles-mêmes sont intégrées de systèmes de pompe à plusieurs niveaux pour faire des remontages, des choses un peu techniques. En fait, elle me dit, pendant 2 mois, je n'ai pas touché une grappe de raisin, ni même, elle me dit, je me suis pas sali les mains une seule fois, quoi.
Pour moi, ça, c'est pas pensable. Et ça me fait penser à Florian Falguière, qui est caviste à Rodez et qui parlait du vin nature lors du salon du vin, je crois, en disant que finalement c'est un retour aux fondamentaux que vous espérez, tout simplement. C'est ça. Ouais. C'est ça, c'est retourner aux fondamentaux. L'INAO, quand il a été créé, son slogan, c'est vin sain, loyal et marchand. Nous, on veut pas plus que ça. C'est intéressant parce que dans ton propos, on entend un peu tous les questionnements qui traversent le milieu du vin actuellement et les différents courants. Oui. Enfin, ça s'entend dans ta voix que en fait, le vin français se pose plein de questions actuellement. Ben, je pense qu'il faut impérativement qu'il s'en pose plein. C'est peut-être l'émergence du vin dit nature. Enfin, on va dire la façon dont on a étiqueté le vin naturel. Ça a peut-être permis ça, de remettre en question plein de pratiques. Mais bon, je veux dire, le monde du vin, il n'est pas sous cloche. Il est aussi en lien avec toutes les remises en question qui sont faites aujourd'hui sur l'industrialisation. En fait, on ne parle que de ça. On a essayé d'uniformiser et d'industrialiser la production du vin tout en maintenant des territoires, valorisant des terroirs et tout ça. Mais il faut revaloriser l'indépendance des vignerons. Il faut revaloriser, remettre en place aussi des façons, des moyens d'acquérir des compétences et une autonomie dans notre travail sans qu'on soit constamment chapeauté par le cahier des charges ici de l'AOP est pas il y a certaines aberrations, mais il n'est pas non plus d'une très grande contrainte, mais il y a. Et tu dis ça tout en étant très attaché à cette appellation et tu veux pas la fin des appellations, loin de là, mais juste remettre du sens dans ce qu'elle propose et ce qu'elle dit aux consommateurs. C'est d'autant plus ça qui m'agace, c'est que j'ai énormément de collègues vignerons qui sortent des appellations. Moi, ici, j'ai pas du tout envie parce que je tiens à faire perdurer tout le travail qui a été fait. Souvent, je suis énervée et je me dis qu'est-ce que je m'emmerde avec ça. Ça me fait perdre du temps. Moi, j'ai pas besoin de ça dans l'absolu pour vendre mes vins. Hein. Je veux dire, personne me demande si je suis en AOP ou pas, quoi. Mais j'y tiens parce que ça a du sens et encore plus dans des coins comme ici, je pense. Et où sont les femmes dans tout ça ? Si je viens de te voir dans cette série pionnière, c'est que quand même des femmes, on n'en voit pas beaucoup. Ça veut pas dire qu'elles sont pas là, mais on les voit peu. Comment tu l'expliques dans le vin ? Pour moi, les femmes, elles ont toujours été là dans la vigne, elles ont toujours été là aussi à la cave, mais elles ont jamais été sur les étiquettes. Pourquoi ? Comment je l'explique ? Pareil, le monde du vin, il est pas sous cloche et comme partout, comme pour tous les milieux, on commence à prendre conscience seulement maintenant et c'est tant mieux qu'elles peuvent être visibles, quoi. Enfin, je sais pas trop comment le verbaliser, mais si, c'est comme partout dans des sociétés qui sont nourries d'une histoire patriarcale, voilà. Il a fallu peut-être passer par des étapes autres avant que maintenant certaines femmes commencent à se dire que oui, elles peuvent s'installer, oui, elles peuvent faire les choses par elles-mêmes. Je veux dire, le métier il est difficile, mais il est difficile autant pour un homme que pour une femme. Je veux dire, quand on est sur son tracteur et qu'on a l'intercept qui a basculé et qu'il faut s'en dépatouiller en plein milieu d'une vigne, je veux dire qu'on soit un bonhomme avec des gros muscles ou voilà, à partir du moment où on manipule des outils qui font 300 kilos, on est tous égaux devant la galère, quoi. Et toi, tu dis quand même qu'on ne te l'a jamais renvoyé, que tu étais une femme, ça n'a jamais été bloquant. Tu l'as jamais senti. Alors moi, ça n'a jamais été un problème auprès de mes collègues.
voilà, ils m'ont jamais dit, mais ça va être trop dur pour une fille, ou voilà. Après, peut-être qu'ils l'ont pensé, qu'ils se sont gardés de me le dire, mais par contre, ce qui est impressionnant, et bon, pourtant, à l'époque où j'étais sommelière, je veux dire, c'est pas un milieu particulièrement propice aux, aux femmes. Enfin, le milieu de la restauration, c'est pas non plus un milieu très. Enfin, en tout cas, qu'il l'était à mon époque. Mais oui, par contre, ouais, ce qui est étonnant, c'est que depuis que je me suis installée, on me ramène sans cesse à ça, quoi. C'est-à-dire que ce soit positivement ou négativement, ou dans une espèce de zone grise un peu où on ne sait pas trop si c'est positif ou négatif, mais bon, déjà l'adjectif, je fais des vins féminins, ça, je l'ai entendu quand même un paquet de fois, mais bon, je sais pas trop ce que ça signifie parce que voilà, ça n'a pas vraiment de sens pour moi, mais voilà. Et puis, mais c'est des freins qui ont été mis plutôt ailleurs, auprès des banques, auprès de certains clients. Voilà, c'est pas forcément. Ou alors c'est c'est plus des façons d'être qui ont été, qui sous couvert d'une certaine bienveillance. En fait, tu ramènes sans cesse. Voilà, me ramène sans cesse à ma condition de femme, alors que pour moi, ça n'a aucun sens, quoi. Par exemple, il y a pas très long, ça fait plusieurs fois qu'on m'invite à des salons de vigneronnes. Donc, c'est des salons qui sont, alors, de manière plus ou moins bien intentionnée, mais des salons qui sont destinés à accueillir que des femmes vigneronnes. Je comprends cette démarche, je comprends qu'il y ait un besoin de mettre en lumière et de rendre visibles les femmes vigneronnes. Par contre, moi je me retrouve pas du tout là-dedans parce que en fait ma place elle est pas là en tant que femme vigneronne, elle est là en tant que vigneron comme n'importe quel autre vigneron, quoi. Et voilà. Pauline, pour finir notre entretien, j'ai une autre question rituelle. Et celle-là, c'est en quoi est-ce que tu crois ? En quoi est-ce que je crois ? Ouais, alors j'avais dit en écoutant tes podcasts que j'essaierais de réfléchir à la question. Pouh, c'est pas simple. Il y a des jours où je crois en plus grand-chose. Et en même temps... je crois que viscéralement et fondamentalement, je crois énormément en la nature. J'aimerais pouvoir croire un peu plus en l'humain, mais malheureusement, quand je vois notre incapacité à, malgré le mur de plus en plus proche et de plus en plus chaud, quand je constate à quel point on est absolument incapable de remettre en question des choses... pourtant pas si compliquée et assez évidente pour notre survie, tout simplement. Je dois avouer que je crois de moins en moins. Mais après, la nature, elle a pas besoin de nous. Elle a pas besoin de nous pour vivre, pour fonctionner. Je pense que l'urgence écologique, en fait, elle est pas dans l'idée qu'on doit sauver la nature. La nature... Mon frère fait beaucoup de spéléo et mon père en faisait beaucoup aussi. De temps en temps, il m'emmène encore faire quelques visites à quelques mètres sous terre. Et voilà, c'est assez fascinant de voir la trace des différentes aires géologiques. Et en fait, on se rend compte que nous, sur cette échelle-là, on est vraiment ridicule, quoi. Nous, je veux dire l'humanité. Mais par contre, donc là, quand je vois ça, effectivement, je crois énormément. Je crois que la vie va continuer. Et voilà. Par contre, quand je vois le fonctionnement et notre incapacité à réagir, je crois de moins en moins en l'humanité. Ouais. Malheureusement, c'est pas très optimiste, mais... Peut-être ça me fait rebondir sur une petite question bonus. Comment est-ce que tu vis avec l'incertitude ? Parce que toi, le changement climatique, tu le touches du doigt très concrètement avec les épisodes
climatique qu'on connaît. Chaque jour est une nouvelle page blanche, finalement, quand on travaille avec la nature. Ouais. Comment est-ce que tu vis dans cette incertitude-là, toi ? Je pense qu'au début où je me suis installée, je crois que je me berçais un peu d'illusions sur des pratiques qui me permettraient d'adapter la vigne au changement climatique, etc. Quand je vois la puissance des événements auxquels on est confronté et la variation de ces événements-là, je compare rien que les 2 dernières années. 2021, gros épisode de gel, mais qui moi, a eu des conséquences. J'ai perdu 80% de ma récolte en une nuit, après 10 jours de gel, etc. S'en est suivi après un millésime complètement catastrophique, très froid, très pluvieux, 400 mm d'eau en 2 mois, ce qui est... même plus, au bout d'un moment j'ai arrêté de compter parce que de toute façon les pluviomètres suivaient pas, donc voilà. Et une année comme 2022 qui est à l'extrême opposé, caniculaire, sécheresse, voilà. Au final, j'essaye moi d'aborder la question plus de manière philosophique en me disant de toute façon je n'ai aucune maîtrise là-dessus, on ne sait absolument pas où on va. On parle de réchauffement climatique, c'est certain, mais qui n'amènera pas que du réchauffement. Mais c'est un dérèglement, clairement. Voilà, un dérèglement. Donc en fait, maintenant, je pars du principe que je vais faire ce que je peux, comme je peux, un jour après l'autre, et voilà, avec une certaine fatalité, ouais. Bon. Mais tu avances. Voilà, de toute façon, on n'a pas le choix, il faut avancer. Merci beaucoup, Pauline. Avec plaisir. Merci à toi. Vous êtes arrivés au bout de ce nouvel épisode de la saison 3 de Finta. J'espère qu'il vous a plu et que cette conversation avec Pauline Broca ouvre votre champ des possibles comme il a ouvert le mien. Vous pouvez prolonger le plaisir en découvrant ou en redécouvrant les femmes pionnières de la première saison sur www.fintapodcast.fr ou sur votre appli de podcast préféré. Il suffit de remonter un tout petit peu le temps. Finta est un podcast écrit, réalisé et produit par moi-même, Lola Cross. Il est mixé par Mathieu Viguier du studio Cued. Si vous appréciez Finta et que vous souhaitez soutenir ce travail indépendant, parlez-en autour de vous. C'est le meilleur soutien que vous puissiez apporter au podcast. Vous pouvez suivre toute son actualité sur www.fintapodcast.fr, sur les réseaux sociaux avec finta.lepodcast, et aussi vous abonner à la newsletter pour recevoir les nouveaux épisodes directement dans votre boîte mail. À très bientôt.